tout le monde, alors on continue le voleur de foudre. On est au chapitre 3. Alors peut-être qu'aujourd'hui je vais faire 2 chapitres, comme ça sera plus long. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos d'un peu plus de 30 minutes. Comme ça, si des gens veulent s'endormir sur ces vidéos, je pense que c'est parfait, plus de 30 minutes d'ASMR. Donc voilà. Donc c'est parti pour le chapitre 3. Grover perd son pantalon à l'improviste. Oui, je l'avoue, j'ai faussé compagnie à Grover dès notre arrivée à la gare routière. Je sais, c'est mal élevé, mais Grover m'angoissait, avec sa façon de me regarder comme si j'étais mort, de grommeler. Pourquoi cela arrive-t-il à tous les coups? Et pourquoi toujours en 6ème? Quand Grover était bouleversé, sa vessie lui jouait des tours. Je n'ai donc pas été surpris qu'à peine arrivé à la gare, il me fasse promettre de l'attendre et fonce aux toilettes. Au lieu de l'attendre, j'ai pris ma valise, je suis descendu en douce du car et j'ai sauté dans le premier taxi qui passait. J'aimerais aller au coin de la rue, au coin de la 104ème rue. Et de, et de New York avenue s'il vous plaît. Et je dis au chauffeur. Non, c'est la 104ème rue Est et de York avenue. Un mot sur ma mère, à moins que vous la rencontriez. Elle s'appelle Sally Jackson et c'est la personne la plus formidable du monde. Ce qui ne fait que prouver ma théorie, selon laquelle sont les gens les plus formidables qui ont la pire des malchances. Elle a perdu ses parents dans un accident d'avion quand elle avait 5 ans. Elle a été élevée par un oncle qui ne s'intéressait pas beaucoup à elle. Comme elle voulait devenir romancière, elle a travaillé pendant toutes ces années de lycée pour économiser de quoi payer ses études dans une université qui offre un bon cursus d'écriture et de création littéraire. Puis son oncle a eu le cancer et elle a dû quitter le lycée en dernière année pour s'occuper de lui. Quand il est mort, elle s'est retrouvée sans argent, sans famille et sans diplôme. La seule chance qu'elle ait jamais eue, ce fut de rencontrer mon père. Je n'ai aucun souvenir de lui, juste une sorte de halo chaleureux. Peut-être l'esquisse floue de son sourire. Maman n'aime pas parler de lui parce que ça la rend triste. Elle n'a pas de photo de lui. Vous comprenez, il n'était pas marié. Elle m'a dit que c'était quelqu'un de riche et haut placé et que leur relation était secrète. Puis un beau jour, ils s'étaient embarqués sur l'Atlantique pour je ne sais quel voyage important dont il n'est jamais revenu. Perdu en mer, me disait maman. Pas mort, perdu en mer. Elle faisait des petits boulots, prenait des cours du soir pour passer son bac et elle m'a élevée toute seule. Elle ne se plaignait ni ne se fâchait jamais, pas une seule fois. Je savais pourtant que je n'étais pas un enfant facile. Pour finir, elle a épousé Gaby Ugliano, un type sympa les 30 premières secondes où nous l'avons connu, mais qui a ensuite montré sa vraie nature de crétin planétaire. Quand j'étais petit, je l'avais surnommé Gaby Pu Grave, je suis désolé. Mais c'est la vérité, ce type dégageait une puanteur de pizza à l'ail moisi roulé dans un short de gym. À nous deux, nous rendions la vie plutôt difficile à ma mère. La façon dont Gaby Pu Grave la traitait, la façon dont nous s'entendions, lui et moi, on arrivait à la maison, on est un bon exemple. Je me suis glissé dans notre petit appartement en espérant que maman serait déjà rentrée de son travail. Au lieu de quoi, j'ai trouvé Gaby Pu Grave au salon, qui jouait au poker avec ses potes. La télévision beuglée, des chips et des canettes de bière jonchaient la moquette. Relevant à peine la tête, il disait sans ôter son cigare de sa bouche. Alors t'es rentré? Oui maman, elle travaille, t'as de l'argent. Et voilà, pas de bienvenue. Ça me fait plaisir de te voir. Comment as-tu passé les 6 derniers mois? Gaby avait grossi, il avait l'air d'un morse qui s'habillait au bus. Les défonçant en moi, il avait 3 cheveux sur le crâne qu'il plaquait sur sa calvitie comme si ça pouvait le rendre séduisant. C'était le gérant d'une grande surface d'électroménager en banlieue, mais il passait la majeure partie de son temps à la maison. Je ne comprenais pas qu'il se soit pas fait virer depuis longtemps. Il se contentait de toucher ses chèques de paie et de dépenser l'argent en cigares qui me donnait mal au cœur, et en bière, bien sûr toujours de la bière.
j'ai pas raison, Eddie. Eddie, le gardien de notre immeuble, m'a regardé avec une pointe de compassion. Oh, allez, Gabi, a-t-il dit. Le gosse vient tout juste d'arriver. J'ai pas raison, à répéter Gabi. Eddie a plongé le nez dans son bol de cacahuètes. Les deux autres types ont pété à l'unisson. C'est bon, ai-je dit. J'ai extirpé une liasse de dollars de ma poche et jeté l'argent sur la table. J'espère que tu vas perdre. Ton carnet de notes est arrivé, le génie. À ta place, je ne ferai pas le malin, a crié Gabi dans mon dos. J'ai claqué la porte de ma chambre, qui n'était plus vraiment ma chambre. Pendant les mots d'école, elle devenait le bureau de Gabi. Il n'y étudiait rien d'autre que des vieilles revues automobiles, mais il adorait fourrer mes affaires dans le placard. Laisser traîner ses bottes crottées sur mon rebord de fenêtre et s'arranger pour que la pièce empeste son abominable après-rasage. Le cigare et la bière ronce. J'ai posé ma valise sur le lit. Bienvenue à la maison. L'odeur de Gabi était presque pire que les cauchemars sur Madame Dodds, ou le bruit de la vieille dame au fruits tranchants. Le fil avec ses cisailles. Mais à peine avais-je formulé cette pensée que j'ai senti mes jambes flageoler. Je me suis souvenu de l'expression de panique de Grover quand il m'avait fait promettre de ne pas rentrer à la maison sans lui. Un frisson soudain m'a parcouru. J'ai eu l'impression que quelque chose, me cherchait en cet instant même, gravissait peut-être les marches de l'escalier à pas lourds, en tordant de longues griffes horribles. Puis j'ai entendu la voix de ma mère. Percy. Elle a ouvert la porte de la chambre. Mes peurs se sont volatilisées. Ma mère peut me mettre de bonne humeur, rien qu'en entrant dans la pièce. Elle a les yeux qui pétillent et qui changent de couleur à la lumière. Son sourire est chaud comme une couette. Elle a quelques fils d'argent qui s'entremêlent à ses cheveux, à ses longs cheveux. J'attends, mais je ne la considère jamais comme quelqu'un d'âgé. Lorsqu'elle me regarde, on dirait qu'elle voit toutes les bonnes choses en moi, et aucune des mauvaises. Je ne l'ai jamais entendu lever la voix ou dire une parole désagréable à qui que ce soit, pas même à Gabi ou à moi. Oh Percy, elle m'a serré fort dans ses bras. C'est incroyable, comme tu as grandi depuis Noël. Son uniforme couche, blanc et bleu, des douceurs d'Amérique, était imprégné des odeurs les plus délicieuses du monde. Chocolat, réglisse et toutes les autres sucreries qu'elle vendait au magasin de bonbons de la gare de Grand Central. Elle m'avait apporté un énorme sac d'échantillons gratuits, comme elle le faisait toujours quand je rentrais de pension. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre au bord du lit, pendant que j'attaquais un ruban de guimauve bleu. Elle m'a passé la main dans les cheveux, en exigeant que je lui raconte tout ce que je n'avais pas écrit dans mes lettres. Elle n'a fait aucune allusion à mon renvoi. Elle n'avait pas l'air de s'en inquiéter. En revanche, est-ce que j'allais bien? Est-ce que son petit garçon était en forme? Je lui ai dit de me lâcher, qu'elle m'étouffait, tout ça, mais en réalité, j'étais vraiment content de la voir. De la pièce d'à côté, Gabi a hurlé. Eh Sally, tu nous apportes du coca-molle? J'ai serré les dents. Ma mère est la femme la plus formidable du monde. Elle devrait être mariée avec un millionnaire, pas avec un crétin comme ce Gabi. Pour lui faire plaisir, j'ai essayé de raconter mes derniers jours à Yancy avec enthousiasme. Je lui dis que je n'étais pas trop découragé de m'être fait renvoyer. Au moins, cette fois-ci j'avais tenu bon toute l'année. Je m'étais fait de nouveaux amis. Je ne m'étais pas mal débrouillé en latin, et franchement, les disputes n'étaient pas aussi graves que le racontait le directeur. L'Institut Yancy m'avait bien plu, vraiment. J'ai décrit mon année sous un jour tellement joyeux que je me suis presque convaincu moi-même. Ma gorge a commencé à se serrer au souvenir de Grover et de Monsieur Brunner. Même Nancy Popovi, soudain, ne me semblait plus si abordable que ça. Jusqu'à cette excursion au musée. Quoi? A demandé maman. Ses yeux scrutaient mon visage, essayant de m'arracher des secrets. Il y a quelque chose qui t'a fait peur? Non, maman. Ça ne me plaisait pas de mentir. J'aurais voulu lui parler de Madame Dot, des trois vieilles dames avec le fil
insister. J'ai une surprise pour toi, a-t-elle dit. Nous partons à la plage. J'ai écarquillé les yeux. À Montauk. Pour 3 nuits le même bungalow. Je n'en croyais pas mes oreilles. Les deux étaient précédents. Maman et moi, nous n'étions pas allés à Montauk parce que Gabi disait que nous n'avions pas assez d'argent. À ce moment-là, Gabi a surgi sur le pas de la porte et grommelé. Le guacamole sali, t'as pas entendu? J'avais envie de le baffer, mais je croisais le regard de ma mère et compris qu'elle me proposait un marché. Fais un effort, sois gentil avec Gabi, juste le temps que je me prépare pour partir à Montauk. Ensuite, ciao. J'allais y aller, chérie, a-t-elle dit à Gabi. Nous parlions justement de notre petit voyage. Gabi a plissé les yeux. Votre voyage? Tu veux dire que tu étais sérieuse? J'en étais sûre et je grommelais. Il ne faut pas nous laisser partir. Bien sûr que si, a dit calmement maman. Ton beau-père s'inquiète pour l'argent. C'est tout. Par ailleurs, a-t-elle ajouté, Gabriel n'aura pas besoin de se contenter de guacamole. Je vais lui préparer suffisamment de petites sauces pour tout le week-end. Purée de haricots, salsa, crème fraîche, la totale. Gabi s'est un peu radouci. Alors l'argent de ce voyage, tu ne le prends pas, tu le prends sur ton budget de vêtements, n'est-ce pas? Oui chérie, a dit ma mère. Et tu ne te serviras de ma voiture que pour faire l'aller et le retour. Nous y ferons très attention. Gabi a gratté son double menton. Peut-être que si tu te dépêches de préparer ces petites sauces, et peut-être que si le môme s'excuse d'avoir interrompu ma partie de poker, peut-être que si je t'envoyais un bon coup de pied dans tes parties sensibles, ai-je pensé, histoire de te rendre soprano pour la semaine. Mais les yeux de ma maman m'ont demandé de ne pas le mettre en colère. Pourquoi donc supportait-elle ce type? J'avais envie de hurler. Pourquoi donc accordait-elle de l'importance à ce qu'il pensait? Je suis désolé, ai-je grommelé. Je suis vraiment désolé d'avoir interrompu ta partie de poker tellement importante. S'il te plaît, reprends-la immédiatement. Le visage de Gabi s'est crispé. Son minuscule cerveau s'est frosté sans doute détecter s'il y avait de l'ironie dans mes paroles. Ouais, c'est ça, a-t-il fini par trancher. Il est retourné à sa partie de cartes. Merci, a dit maman. Quand nous serons à Montauk, nous parlerons davantage de ce que tu as oublié de me dire, d'accord? L'espace d'un instant, j'ai cru lire de l'inquiétude dans ses yeux. La même peur que j'avais vue dans les yeux de Grover, dans le car, comme si ma mère sentait, elle aussi, un frisson étrange dans l'air. Mais elle a souri, et je me suis dit que j'avais dû me tromper. Elle m'a ébouriffé les cheveux, et elle est partie préparer l'assortiment de petites sauces pour Gabi. Une heure plus tard, nous étions prêts à partir. Gabi a interrompu sa partie de poker juste assez longtemps pour me regarder charger les sacs de maman dans le coffre de sa voiture. Il n'arrêtait pas de râler et de se plaindre qu'il allait être privé de la cuisine de maman et surtout de sa Camaro de 1978 pendant un week-end entier. Je ne veux pas une éraflure sur cette voiture. Le génie, m'a-t-il dit quand j'ai cherché le dernier sac. Pas la moindre petite éraflure. Comme si c'était moi qui conduisais. J'avais 12 ans, mais ça n'y changeait rien pour Gabi. Si une mouette avait l'audace de lâcher une suivante sur la carrosserie, il trouverait moyen de me rendre responsable. En le regardant retourner vers l'immeuble de son pas traînant, j'ai été pris d'une telle colère que j'ai fait une chose que je ne m'explique pas. Lorsque Gabi a franchi la porte, j'ai reproduit le geste que j'avais vu Grover faire dans l'autocar, une sorte de conjuration du mal, la main refermée sur le cœur, puis un mouvement de poussée dans la direction de Gabi. La contre-porte à moustiquaire a claqué si fort qu'elle s'est écrasée sur son derrière et l'a propulsée dans l'escalier comme un boulet de canon. Peut-être était-ce un coup de vent ou un accident insolite lié au fonctionnement des coups. Je ne me suis pas attardé pour le découvrir. J'ai sauté dans la Camaro et dit à ma mère d'appuyer sur le champignon. Notre bungalow de location se trouvait sur la côte sud de Long Island, tout en haut de la pointe de l'île. Ses
dragibus bleu, des caramels au beurre salé bleu, ainsi que tous les autres échantillons gratuits que ma mère avait rapportés du travail. Je crois que je devrais vous expliquer cette histoire de nourriture bleue. En fait, un jour Gabi avait dit à ma mère que ça n'existait pas. Des aliments bleus. Ils se sont disputés. Sur le coup, on aurait dit une dispute anodine. Sauf qu'à partir de ce jour, ma mère a fait des efforts particuliers pour manger bleu. Elle faisait des gâteaux d'anniversaire bleus. Elle préparait des milkshakes aux myrtilles. Elle achetait des chips de maïs bleu et rapportait des bonbons bleus du magasin. Ceci, plus le fait qu'elle ait gardé son nom de jeune fille, Jackson, au lieu de se faire appeler Madame Ugliano, était une preuve qu'elle n'était pas entièrement sous la coupe de Gabi. Elle avait un tempérament rebelle comme moi. À la tombée de la nuit, nous avons fait un feu, nous avons fait griller des saucisses et des marshmallows. Maman m'a raconté des histoires de son enfance, avant que ses parents ne meurent dans l'accident d'avion. Elle m'a parlé des livres qu'elle aimerait écrire un jour quand elle aurait assez d'argent pour quitter la confiserie. Pour finir, j'ai eu le courage de lui poser des questions sur le sujet qui me préoccupait toujours quand nous venions à Montauk. Mon père et ceux de ma mère se sont embués. Je savais bien qu'elle allait me dire les mêmes choses qu'elle me racontait toujours, mais je ne me lassais jamais de les entendre. Il avait du cœur, Percy, a-t-elle dit. Il était grand, beau et fort, mais gentil aussi. Il a ses cheveux noirs, tu sais, et ses yeux verts. Maman a pioché un dragibus dans son sac de bonbons. J'aimerais tant qu'il puisse te voir, Percy. Il serait tellement fier. Je me suis demandé comment elle pouvait dire une chose pareille. Que pouvait-on me trouver de si formidable? Un garçon dyslexique et hyperactif, abonné au T+, qui venait de se faire envoyer de l'école pour la 6ème fois en 6 ans. Quel âge j'avais? Ai-je demandé, je veux dire, quand il est parti. Elle regarde les flammes. Il n'a passé qu'un seul été avec moi, Percy, ici même, sur cette plage dans ce bungalow. Mais il m'a connu bébé. Non, chérie, il savait que j'attendais un bébé, mais il ne t'a jamais vu. Il a dû partir avant ta naissance. J'essayais de concilier cette nouvelle donnée avec le fait qu'il me semblait me souvenir dans quelque chose de mon père. Un halo chaleureux, un sourire. J'avais toujours cru qu'il m'avait connu bébé. Ma mère ne me l'avait jamais dit explicitement. Pourtant, j'avais toujours eu le sentiment que c'était la vérité. Alors apprendre qu'il ne m'avait jamais vu. J'ai éprouvé de la colère envers mon père. Peut-être était-ce idiot, mais je lui en voulais de s'être embarqué pour cette traversée de l'océan, de ne pas avoir eu le courage d'épouser ma mère. Il nous avait quittés et maintenant nous étions coincés avec Gabi, plus grave. Est-ce que tu vas de nouveau m'envoyer en pension? Lui ai-je demandé. Encore une autre pension? Elle a sorti un marshmallow du feu. Je ne sais pas, chérie. Elle avait la voix grave. Je crois que nous allons devoir faire quelque chose. Parce que tu ne veux pas m'avoir dans les pattes. J'ai immédiatement regretté d'avoir dit cela. Maman a eu les larmes aux yeux. Elle m'a pris la main et l'a serrée très fort. Oh non, Percy. Non, je suis obligé, chérie. Pour ton propre bien, je dois t'envoyer en pension. Ces paroles m'ont rappelé ce que m'avait dit M. Brunner, qu'il valait mieux pour moi que je quitte Yonsei. Parce que je ne suis pas normal, ai-je dit. Tu dis ça comme si c'était un mal, Percy, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es important. Je pensais que l'institut Yonsei serait suffisamment loin. Je croyais que tu serais enfin à l'abri. Comment ça, à l'abri? À l'abri de quoi? J'ai croisé son regard et un flot de souvenirs me sont revenus. Toutes les choses bizarres et effrayantes qui m'étaient arrivées dans ma vie, que je vais essayer d'oublier pour certaines. Un CE2, un homme en imperméable, noir, m'avait suivi dans la cour de récréation quand le professeur avait menacé d'appeler la police. L'homme était parti en grognant, mais personne ne m'a cru quand j'ai dit que sous son chapeau à large bord, l'homme n'avait qu'un seul œil au beau milieu du front. Avant cela, un souvenir vraiment précoce. J'étais à la maternelle et, pour la sieste, une maîtresse m'avait installé par accident dans un lit de bébé.
Un serpent s'était glissé. Ma mère a hurlé lorsqu'elle est venue me chercher, qu'elle m'a trouvé en train de jouer avec une corde inerte et couverte d'écailles que j'étais arrivé à étrangler de mes petites mains potelées de bébé. Dans chaque école où j'avais mis les pieds, il s'était toujours produit quelque chose de louche, quelque chose de dangereux. J'étais obligé de partir. Je savais que j'aurais dû parler à ma mère, des vieilles dames, à l'étal de fruits, et de Madame Dodds au musée, de mon étrange hallucination d'avoir réduit ma prof de maths en poussière d'un coup d'épée. Je ne pouvais me résoudre à le faire. J'avais le sentiment bizarre que ces nouvelles mettraient abruptement fin à notre séjour à Montauk, et ça, il n'en était pas question. J'ai toujours essayé de te garder le plus près de moi possible, a repris maman. Ils m'ont dit que c'était une erreur, mais il n'y a qu'une seule autre possibilité, Percy, l'endroit où ton père voulait t'envoyer. Et je ne supporte pas cette idée. Mon père voulait m'envoyer dans une école spéciale. Pas dans une école, a-t-elle dit doucement, dans une colonie de vacances. J'avais la tête qui tournait. Pourquoi mon père, qui n'était même pas resté assez longtemps pour me voir naître, aurait-il parlé à ma mère d'une colonie de vacances? Et si c'était tellement important, pourquoi m'en avait-elle jamais rien dit? Je suis désolé, Percy, a-t-elle ajouté en surprenant mon regard, mais je ne peux pas t'en parler. Je ne peux pas t'envoyer là-bas. Ça pourrait signifier de dire au revoir pour toujours. Pour toujours. Mais si c'est juste une colonie de vacances. Elle tournait la tête vers le feu, et j'ai compris à son expression que si je lui posais davantage de questions, elle se mettrait à pleurer. Cette nuit-là, j'ai fait une trêve. J'ai fait un rêve très frappant. La tempête faisait rage sur la plage, et des animaux somptueux, un cheval blanc, un aigle royal, essayaient de s'entretuer à la lisière de l'eau. L'aigle piquait et attaquait le cheval au naseau, avec ses serres acérées. Le cheval ruait en envoyant des coups de sabot aux ailes de l'aigle, tandis qu'ils s'affrontaient. Le sol grondait et une voix monstrueuse gloussait quelque part dans les entrailles de la terre, incitant les deux animaux à se battre plus violemment. Je courais vers eux, sachant que je devais les empêcher de s'entretuer. Je courais au ralenti. Je savais que j'arrivais trop tard. J'ai vu l'aigle fondre en tardant le bec vers les grands yeux du cheval, et j'ai hurlé « Non !» Je me suis réveillé en sursaut. Dehors, il faisait effectivement de l'orage, le genre de tempête qui fracasse des arbres et souffle des maisons. Il n'y avait ni cheval, ni aigle sur la plage, juste des éclairs qui créaient une fausse lumière de jour, et des vagues hautes de 6 mètres qui pilonnaient les dunes comme des canons. Le coup de tonnerre suivant a réveillé ma mère. Elle s'est redressée, les yeux écarquillés, et elle a dit « Un ouragan !» Je savais que c'était de la folie. Long Island n'avait jamais connu d'ouragan en début d'été, mais l'océan semblait l'avoir oublié. J'ai perçu, couvrant les hurlements du vent, un mugissement lointain, un son furieux et torturé qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Puis un bruit beaucoup plus proche, comme des coups de marteau dans le sable, une voix désespérée, quelqu'un qui criait, qui tambourinait à la porte de notre bungalow. Ma mère a bondi hors de son lit, en chemise de nuit, et a couru
sur un ton qu'elle n'avait jamais employé jusqu'alors. Percy, dis-le-moi tout de suite. J'ai bredouillé quelque chose sur les vieilles dames de l'étal de fruits et sur Madame Dodds, tandis que maman me dévisageait d'une pâleur mortelle à la lueur des éclairs. Elle a attrapé son sac à main, balançait mon père et nous a dit allez à la voiture tous les deux, courez. Grover s'est lancé vers la Camaro, mais il ne courait pas à proprement parler, il trottait en agitant son arrière-train poilu. Et soudain, j'ai compris son histoire de maladie musculaire aux jambes. J'ai compris comment il pouvait courir aussi vite et pourtant boiter quand il marchait. C'était parce que l'endroit où ses pieds auraient dû se trouver, il n'avait pas de pieds, il avait des sabots fendus. Chapitre 4. Ma mère m'enseigne l'art de la tauromagie. Tauromagie. Nous foncions dans la nuit noire par de petites routes de campagne. Le vent fouettait la Camaro. La pluie cinglait le pare-brise. Je ne savais pas comment maman y voyait quoi que ce soit. Mais elle ne décollait pas le pied de l'accélérateur. À chaque éclair, je regardais Grover, assis à côté de moi sur la banquette arrière, en me demandant si je n'étais pas devenu fou, s'il portait un pantalon de taille dans un tapis à long poil. Mais non, je me souvenais bien de cette odeur que je sentais quand, au jardin d'enfants, nous allions en petit saut, une odeur de lanoline, comme la laine, l'odeur d'un animal de ferme mouillé. La seule chose que j'ai trouvé à dire fut alors maman et toi, vous vous connaissez. Grover a jeté un coup d'œil au rétroviseur, bien qu'il n'y ait aucune voiture derrière nous. Pas exactement, a-t-il répondu. Je veux dire, nous ne nous étions jamais rencontrés en personne, mais elle savait que je veillais sur toi, que tu veillais sur moi. Que j'ouvrais l'œil, que je m'assurais que tu allais bien, mais je ne faisais pas semblant d'être ton ami. S'est-il empressé d'ajouter, je suis vraiment ton ami. Qu'est-ce que tu es au juste? Ça n'a pas d'importance pour le moment. Ça n'a pas d'importance. À partir de la taille, mon meilleur ami est un âne. Grover a émis un B aigu et guttural. Je l'avais déjà entendu faire ce bruit, mais j'avais toujours cru que c'était un rire nerveux. À présent, je me rendais compte qu'il s'agissait plutôt d'un bêlement agacé. Chèvre, s'est-il écrié. Quoi? Je suis une chèvre. Je suis une chèvre à partir de la taille. Tu viens de dire que ça n'avait pas d'importance. Mais il y a des satyres qui te piétineraient sous leurs sabots pour une pareille insulte. Attends une seconde. Des satyres, tu veux dire comme dans les mythes de Monsieur Brunner. Les vieilles dames de l'état de fruits étaient-elles un mythe? Percy. Madame Dodd était-elle un mythe? Alors tu reconnais que Madame Dodd a bien existé. Bien sûr. Alors pourquoi? Moins tu en savais, moins tu risquais d'attirer des monstres, a dit Grover comme si c'était de l'évidence même. Nous avons posé une brume sous les yeux des humains. Nous espérions que tu croirais que la bienveillante était une hallucination. Mais ça n'a pas marché. Tu commençais à comprendre qui tu étais. Qui je? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux dire? L'étrange mugissement a retenti de nouveau quelque part derrière nous. Plus proche qu'avant, la chose qui nous pourchassait était toujours à nos trousses. Percy, a dit maman, c'est trop long à expliquer. Nous n'avons pas le temps. Nous devons te mettre à l'abri. À l'abri de quoi? Qui me poursuit? Oh, personne. De bien méchant, a fait Grover, visiblement encore vexé par mon allusion à un âne. Juste le seigneur des morts et une poignée de ses sbires les plus sanguinaires. Grover, excusez-moi, Madame Jackson, pourriez-vous accélérer, s'il vous plaît? J'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé, mais je n'y suis pas arrivé. Je savais que ce n'était pas un rêve. Je n'avais aucune imagination. Je n'aurais jamais pu concevoir quelque chose d'aussi bizarre, même en rêve. Ma mère donnait un coup de volant brutal sur la gauche. Nous sommes engouffrés à fond de train dans une route plus étroite, bordée de fermes plongées dans l'obscurité, de collines boisées et de panneaux cueillettes de fraises sur des palissades blanches. Où allons-nous? Ai-je demandé. À la colline
la voix tendue, elle s'efforçait de dominer sa peur pour ne pas m'affoler. L'endroit où ton père voulait t'envoyer, l'endroit où tu ne voulais pas que j'aille. S'il te plaît, chérie, a supplié ma mère. C'est déjà assez difficile comme ça. Essaie de comprendre, tu es en danger. Parce que des vieilles dames ont coupé un fil. Ce n'étaient pas des vieilles dames, a dit Grover. C'était les barques. Sais-tu ce que cela signifie? Le fait qu'elles soient apparues devant toi. Ne le font que lorsque quelqu'un va mourir. Une seconde, tu as dit tu. Non, j'ai dit quelqu'un. Tu voulais dire tu, genre moi. Je voulais dire tu, genre on, genre quelqu'un, pas forcément toi. Les garçons, m'a dit maman. Elle a donné un coup de volant sur la droite, et je m'entrevis la silhouette qu'elle m'avait évitée, d'un brusque écart, de forme sombre et flottante, à présent avalée par la tempête. C'était quoi ça, ai-je demandé. Nous y sommes presque, a dit ma mère, ignorant ma question plus qu'1,5 kilomètre. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît. Je ne savais pas où nous allions, mais je me suis surpris à me pencher en avant dans la voiture, impatient et désireux d'y arriver. Dehors, seule la pluie venait troubler l'obscurité. C'était le genre de paysage désert qu'on trouve lorsqu'on s'enfonce dans la pointe de l'île. J'ai repensé à Madame Dodds, et au moment où elle s'était transformée en cette créature aux dents pointus et aux ailes parcheminées. Dans tout mon corps, j'ai senti l'effet du choc à retardement. Elle n'était littéralement pas humaine. Elle avait voulu me tuer. Puis j'ai pensé à Monsieur Brunner et à l'épée qu'il m'avait lancée. Alors que j'allais poser une question à Grover à ce sujet, les poils se sont hérissés sur ma nuque. Un éclair m'a ébloui. Un boum fracassant a retenti. Notre voiture a explosé. Je me souviens d'une sensation d'extrême légèreté, un peu comme si j'étais broyé, frit, aspergé et aspergé au jet. En même temps, j'ai décollé mon front du dossier du siège du conducteur. J'ai dit aïe. Merci, a crié maman. Ça va. J'essayais de me tirer de la torpeur qui m'engourdissait. Je n'étais pas mort. La voiture n'avait pas explosé. Nous étions partis. Dans le fossé, les portières du côté conducteur s'étaient enfoncées. Dans la boue, le toit avait craqué comme une coquille d'œuf. Et la pluie tombait à seaux dans l'habitacle. La foudre, c'était l'unique explication. Une déflagration de foudre nous avait projetés dans le fossé. À côté de moi, sur la banquette arrière, gisait une masse inerte. Grover, il était affalé, un fil de sang coulait au coin de sa bouche. J'ai souqué sa hanche couverte de fourrure en pensant non, même si tu es à moitié chèvre, tu es mon meilleur ami et je ne veux pas que tu meurs. À ce moment-là, il a gémi, mangé. J'ai su qu'il y avait encore de l'espoir. Merci, a dit ma mère. Nous devons. Sa voix a tremblé. Je me suis retourné à la lumière d'un éclair. Par le pare-brise arrière maculé debout, j'ai aperçu une silhouette qui avançait à pas lourd sur le bas-côté, dans notre direction. Ça m'a donné la chair de poule. C'était la silhouette sombre d'un type baraqué comme un joueur de football américain. On aurait dit qu'il s'abritait de la tête sous une couverture. La moitié supérieure de son corps était carrée et duvetteuse. Ses mains levées lui donnaient l'air d'avoir des cornes. J'ai ravalé ma salive. Qui est... Percy m'a interrompu. Ma mère, sur un ton extrêmement sérieux, sort de la voiture. Ma mère s'est jetée contre la portière du côté du conducteur. Elle a été coincée par la boue. J'ai essayé d'ouvrir la mienne, coincée elle aussi. J'ai regardé désespérément le trou dans le toit. Ça aurait été une sortie possible, mais les portes d'acier étaient en corse, crépitants et fumants. Sors du côté passager, m'a dit ma mère. Percy, il faut que tu te sauves. Tu vois ce grand arbre? Quoi? Il y a eu un autre éclair, et par le trou fumant du toit, j'ai vu l'arbre dont elle parlait. Un pin immense, perché sur la crête de la colline la plus proche. C'est la limite de la propriété, reprit maman. Grimpe au sommet de cette colline, et tu verras une grande ferme en contrebas. Dans la vallée, cours et ne te retourne pas. Appelle au secours. Cours sans t'arrêter jusqu'à la porte. Maman, tu viens toi aussi. Elle était pâle et ses yeux étaient aussi tristes que lorsqu'elle regardait l'océan. Non, ai-je crié. Tu viens avec moi. Aide-moi à porter Grover. Manger, a gémi Grover un peu plus fort. L'homme à la couverture sur la tête se rapprochait toujours, s'accompagnant de grognements et de reniflements. Maintenant que la distance était moindre, je voyais bien qu'il ne pouvait pas tenir de couverture sur sa tête, pour la bonne raison que ses mains, de gros patouars charnus, se balançaient contre
rose et blanc. Il n'y avait pas de couverture. Autrement dit, la masse carrée et du fait trop grande pour être sa tête était sa tête, et les pointes qui ressemblaient à des cornes. Ce n'est pas nous qu'il veut, a dit ma mère, c'est toi. De toute façon, je ne peux pas traverser la limite de la propriété. Mais nous n'avons pas le temps, merci. Vas-y, s'il te plaît. Alors j'ai été pris d'une grosse colère. Colère contre ma mère, contre Grover la chèvre, contre la chose à cornes qui avançait vers nous à pas pesant et décidé comme un taureau. J'ai enjambé Grover et ouvert la portière. On y va ensemble. Viens, maman. Je t'ai dit, maman, je ne pars pas sans toi. Aide-moi à porter Grover. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis extirpé de la voiture. En traînant Grover derrière moi sous la pluie, il était étonnamment léger. Mais je n'aurais pas pu l'emmener très loin si maman ne m'était pas venue en aide. Nous l'avons porté à deux en le tenant chacun par un bras. Nous avons commencé à gravir la colline entre les grandes herbes qui nous arrivaient à la taille. J'ai tourné la tête et vu le monstre distinctement pour la première fois. Il mesurait facilement 2,15 m et ses bras et jambes étaient dignes de faire la couverture de monde du muscle. Un paquet de biceps, triceps et autres seps saillants, tout denses comme des balles de baseball. Sous une peau striée de veines, il ne portait aucun vêtement à part un slip de genre kangourou en coton blanc. Vous savez, ce qui aurait eu un côté plutôt drôle. Sur la moitié supérieure de son corps, des poils bruns hydrus couvraient son ventre au-dessus du nombril et s'épaississaient en toison sur ses épaules. Son cou était une masse de muscles et de fourrure qui soutenait une tête énorme dotée d'un museau long comme mon bras, de narines pleines de morve où scintillait un anneau de cuivre jaune, d'yeux noirs cruels et de cornes, d'immenses cornes noires et blancs aux pointes acérées comme on ne pourrait jamais en obtenir même avec un taille-crayon électrique. J'ai reconnu le monstre, pas de problème, il figurait dans une des premières histoires que monsieur Brunner nous avait racontées, mais il ne pouvait pas être réel. J'ai cligné des paupières pour chasser la pluie de mes yeux. C'est le fils de Pasifae, a dit ma mère. Si seulement j'avais su qu'il était aussi déterminé à te tuer. Mais c'est un... Non, ne dis pas son nom, m'a-t-elle averti. Les noms ont du pouvoir. Le pain était encore beaucoup trop loin, au moins une centaine de mètres plus haut. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. L'homme d'horreur était penché sur notre voiture et regardait par la fenêtre. Mais regarder n'est pas le terme exact. Et reniflait plutôt, fouiné du coin. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, vu que nous étions à peine à 15 mètres. Manger, a gémi Grover. Chut, lui ai-je dit. Maman, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous voit pas. Sa vue et son ouïe sont très mauvaises, m'a-t-elle expliqué. Il se quitte à l'odorat, mais il va vite trouver où nous sommes. Comme pour lui donner raison, l'homme de roi a mugi rageusement. Il a saisi la caméra de Gabi par son toit déchiré et le châssis a grincé et gémi. Puis il a soulevé la voiture au-dessus de sa tête et l'a lancée sur la route. Elle s'est écrasée sur l'asphalte, mouillé, et elle a rebondi en faisant des étincelles sur 800 mètres avant de s'immobiliser. Alors le réservoir d'essence a explosé. Pas une éraflure, avait dit Gabi. Désolé mon gars. Percy a dit à maman, quand il va nous voir, il va charger. Attends jusqu'à la dernière seconde, puis écarte-toi d'un bond. Sur le côté, il a du mal à changer de direction quand il est en train de charger, tu comprends? Comment sais-tu tout ça? Je redoute une attaque depuis très longtemps. J'aurais dû m'y attendre. C'était égoïste de ma part de te garder près de moi, garder près de toi, mais un autre mugissement rageux a retenti et l'homme d'horreur s'est lancé à l'assaut de la colline. Il avait senti notre piste. Le pain n'était plus qu'à quelques mètres, mais le haut de la colline était plus raide et plus glissant, et Grover pas plus léger. L'homme taureau s'est rapproché encore quelques secondes et il nous rattraperait. Ma mère devait être à bout de force, mais elle a hissé Grover sur son épaule. Vas-y Percy, pars de ton côté. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je n'avais pas envie de les quitter, mais je sentais qu'elle avait raison. C'était notre seule chance. J'ai piqué un sprint vers la gauche. Je me suis retourné et j'ai vu que la créature fonçait sur moi. Ses yeux noirs brillaient de haine. Il dégageait une puanteur de viande pourrie.
Il a chargé en pointant ses cornes tranchantes sur ma poitrine. La peur qui me nouait le ventre, me disait de t'étaler, mais ça ne marcherait pas. Je ne pourrais jamais semer un engin pareil. Alors je me suis campé là, et au dernier moment, j'ai sauté sur le côté. L'homme taureau est passé comme un train de marchandises. Puis il a poussé un mugissement frustré. Il s'est tourné, mais pas dans ma direction cette fois-ci, dans celle de ma mère, qui déposait Grover dans l'herbe. Nous avions atteint la crête de la colline. En contrebas, j'ai aperçu une vallée comme ma mère me l'avait dit, ainsi que les lumières d'une ferme qui brillait d'un éclat jaune sous la pluie. Mais c'était à 800 mètres. Nous n'y arriverions jamais. L'homme taureau grattait le sol avec son sabot tout en grondant. Il ne détachait pas ses yeux de ma mère, qui battait maintenant lentement en retraite, redescendant vers la route pour essayer d'éloigner le monstre de Grover. Cours, Percy, m'a-t-elle dit. Je ne peux pas aller plus loin. Cours. Mais je suis resté planté là, paralysé par la peur, tandis que le monstre s'enfonçait sur elle. Elle a tenté de l'esquiver comme elle m'avait appris à le faire, mais le monstre avait retenu la leçon. Il a tendu le bras, il l'a attrapée par le cou. Au moment où elle essayait de s'enfuir, il l'a soulevée, et elle s'est débattue de toutes ses forces en tenant des coups de poing et de pied dans l'air. Maman! Elle a croisé mon regard et a réussi à mettre un dernier mot. Pars! Alors, avec un rugissement de colère, le monstre a refermé les deux mains sur le cou de ma mère et elle s'est dissoute sous mes yeux, réduite en lumière, en forme dorée et scintillante, comme s'il devenait un hologramme. Il y a eu un éclair aveuglant et elle a tout simplement disparu. Non! Ma peur a cédé la place à la colère. De force nouvelle animait mes bras et jambes. C'était la même montée d'énergie que j'avais connue quand Madame Dodds avait sorti ses griffes. L'homme taureau se ruait sur Grover, mais gisait, sans force, dans l'herbe. Le monstre s'est penché sur mon meilleur ami, en le reniflant comme s'il s'apprêtait à le soulever et à le dissoudre, lui aussi. Je ne pouvais pas le laisser faire. J'ai retiré mon coupe-vent rouge, et ai-je hurlé tout en agitant le coupe-vent et en courant sur un des côtés du monstre. Espèce de crétin en bifteck caché. Le monstre s'est tourné vers moi en levant ses gros poings. J'ai eu une idée stupide, mais c'était mieux que pas d'idée du tout. Je me suis placé dos au pain et j'ai secoué ma veste rouge devant l'homme taureau en me disant que je me garderais au dernier moment. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. L'homme taureau a chargé trop vite, tendant les bras pour m'attraper quelle que soit la direction pour laquelle j'essayerais de l'esquiver. Le ton a ralenti, mes jambes se sont raidies, comme je ne pouvais pas sauter d'un côté ni de l'autre. Je me suis propulsé à la verticale, puis j'ai rebondi sur la tête de la créature, comme sur un tremplin. J'ai fait un tour en l'air et j'ai atterri sur son cou. Comment avais-je pu faire ça? Pas le temps d'y réfléchir. Une fraction de seconde plus tard, la tête du monstre s'écrasait contre l'arbre et l'impact a failli me décrocher toutes les dents. L'homme taureau s'est mis à tituber en s'ébrouant pour se débarrasser de moi. Je me suis agrippé à ses cornes pour ne pas me faire éjecter. Pendant ce temps, la foudre et le tonnerre faisaient toujours rage. La pluie me rentrait dans les yeux. L'odeur de viande pourrie me brûlait les narines. Le monstre ruait et se cabrait comme un taureau de rodéo. Il lui aurait suffi de reculer comme le tronc de l'arbre pour m'écraser comme une crêpe. Mais je commençais à me rendre compte que cette créature ne connaissait qu'une seule vitesse, la machine avant. Entre-temps, Grover s'était mis à gémir sur l'herbe. Je voulais lui hurler de se taire, mais ballotté comme je l'étais. Si j'ouvrais la bouche, je risquais de me couper la langue avec mes propres dents. Manger, a gémi Grover. L'homme taureau s'est tourné d'un coup vers lui, a martelé le sol de nouveau et s'est préparé à charger. Je repensais à la façon dont il venait d'étouffer la vie de ma mère, de l'anéantir dans un éclair de lumière. Et la fureur
thoracique couverte de fourrure. L'homme taureau a rugi de douleur. Il a titubé, tenant sa poitrine à deux mains, puis il a commencé à se désintégrer, pas comme ma mère, dans un éclair de lumière dorée, mais comme du sable qui s'effrite, emporté par paquets par le vent, de la même façon que Madame Dodds quand elle avait explosé. Et il a disparu. La pluie avait cessé, l'orage grondait toujours, mais au loin seulement, je sentais le fauve et mes genoux flageolaient. Ma tête me faisait mal, comme si j'avais le crâne ouvert. Je me sentais faible, j'avais peur et je tremblais de chagrin. Je venais de voir ma mère disparaître. J'aurais voulu m'allonger par terre et pleurer, mais il y avait Grover. Il avait besoin de mon aide. Alors, vaille que vaille, je l'ai hissé jusqu'au pin, puis traîné dans la vallée, vers les lumières de la ferme. J'étais en larmes. J'appelais ma mère, mais je tenais fermement Grover. Pas question de le perdre, lui aussi. La dernière chose dont je me souvienne, c'est de m'être effondré sur une véranda en bois, d'avoir vu un ventilateur qui tournait au-dessus de ma tête, des papillons de nuit voltant autour d'une ampoule jaune, et les visages graves d'un homme barbu à l'air familier, d'une jolie fille aux cheveux blonds bouclés comme ceux de Cendrillon. Ils me regardaient tous les deux et la fille a dit « C'est lui, ce doit être lui. » Silence, Annabeth, a rétorqué l'homme. Et il est encore conscient. Emmène-le à l'intérieur. Et voilà, c'est la fin du chapitre. Donc, j'espère que ça vous a plu. Là, j'ai fait 2 chapitres